Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 4e webinaire de ProCap et le déconfinement. Ce webinaire va s'adresser absolument à tout le monde, DRH, directeurs d'entreprise, chefs de projet, toutes ces personnes qui au sein de leur entreprise vont travailler sur les démarches de déconfinement. On arrive sur ce webinaire sur des démarches qui sont très importantes, la gestion des émotions, la gestion des conflits. On va vous aider à favoriser l'écoute active pour libérer les émotions et gérer les comportements conflictuels. Pour cela, nous avons deux intervenantes, Audrey Van Eno. Audrey Van Eno est coach comportementaliste et, écoutez-moi bien, Equi-coach. Alors, l'Equi-coaching, de quoi s'agit-il? C'est du coaching à travers le cheval. De la gestion de la cohésion d'équipe, la gestion du stress, jusqu'à la gestion des émotions, tout se pratique à travers le cheval. Donc, elle est comportementaliste animalier, en plus d'être comportementaliste humain. Et je vous présente également Cathy, facilitatrice relationnelle, spécialiste en neurosciences, qui va travailler avec vous sur la gestion des émotions et libérer ces émotions justement. Je laisse la parole à Cathy. Alors, je vais partager là. Voilà. Est-ce que c'est bon déjà? Est-ce que tout le monde voit? D'accord. Oui. Entendu. Alors, il était important qu'on puisse justement libérer la parole et faire ce webinaire à l'issue de ce confinement, puisqu'on a vécu tous, toutes et tous, un contexte et une situation complètement inédite du jour au lendemain, comme une sorte de choc sans précédent, où ce qui a fait émerger en fait des émotions. Il y a eu beaucoup, en fait, il y a une grosse vague de peur, la peur d'avoir ce virus, et progressivement, après ces peurs, ce que moi j'ai pu constater au sein des entreprises et en cabinet, c'est l'émergence de la colère face à une injustice en se disant pourquoi moi j'ai pas eu pourquoi il y en a certains qui vivent bien le confinement et pas d'autres, pourquoi il y en a qui reprennent le travail et moi je suis toujours en chômage partiel. Bref, il y a eu une remontée d'émotions qui a fait que du coup on rentre un petit peu dans une tension qui peut provoquer des conflits. D'où cette corrélation que je vous propose aujourd'hui entre les émotions et les conflits et surtout les solutions pratico-pratiques que vous pouvez mettre au sein de vos équipes et de votre entreprise. Donc justement, Audrey, on va parler de quoi on parle en fait quand on parle de conflit. Alors, donc le conflit, donc c'est important de revenir sur la définition du conflit pour bien comprendre ce que c'est, parce qu'il y a parfois des amalgames et des petits mélanges qui sont faits avec d'autres termes. Alors le conflit, la définition de base du conflit, c'est une situation où les préoccupations des différentes personnes semblent on dit bien le terme semble, ne pas être compatibles. Alors attention, un conflit, ce n'est pas une dispute. Souvent, on fait un petit peu le mélange entre les deux. Se disputer, c'est une manière de réagir. Donc, on n'est pas du tout sur la même chose. On a tendance à mélanger, mais le conflit ne génère pas forcément toujours des disputes. La dispute, c'est vraiment un comportement et une manière de réagir. On a plusieurs choix possibles quant à la façon de gérer le conflit. Donc, pour le gérer de manière constructive, c'est ça qui est vraiment important, pouvoir gérer, apprendre à gérer le conflit de manière constructive. Les plus et les moins du conflit, c'est important de revenir là-dessus, puisqu'en fait, le conflit, c'est souvent vu comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire comme un événement qui va produire des effets négatifs sur les interlocuteurs. Pourtant, si on revient un petit peu dans l'histoire, un philosophe grec, donc Héraclite, disait que le conflit était vraiment le père de toute chose. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est positif
Et il faut voir dans le conflit vraiment quelque chose qui mobilise en fait les personnes et une énergie qui est porteuse vers quelque chose de positif. Donc, pour gagner en lucidité et en agilité dans la gestion de conflit, c'est important de mieux comprendre donc les facettes du conflit. Alors, les plus et les moins du conflit, je vais m'attarder un tout petit peu là-dessus. On va commencer par les plus et puis on finira après par les moins. Oui. Mais on a quand même un certain nombre de plus d'effets positifs par rapport au conflit. Le conflit, quand vous êtes dans un conflit, ça va permettre aussi de régler d'autres problèmes en même temps. Donc, on règle le problème du conflit à proprement parler, mais on va aussi régler d'autres problèmes en même temps dans ce conflit. L'avantage aussi du conflit, c'est que vous allez disposer d'une énergie de changement. Et ça, c'est super important, surtout en ce moment, de pouvoir bénéficier de cette énergie-là qui va nous mobiliser aussi dans ce contexte de changement. Un conflit, un plus aussi pour le conflit, ça vous permet de sortir d'un statu quo qui peut être pesant et explosif. Donc, ça permet d'opérer en fait aussi ce changement-là et de ne pas rester enlisé dans une situation qui peut paraître aussi négative et pesante. Et puis, le conflit, ça permet également d'enrichir sa manière de voir les choses, puisque qui dit conflit dit aussi autre interlocuteur, autre avis. Donc, c'est une façon de pouvoir s'ouvrir à d'autres choses et d'enrichir donc sa manière de voir autrement. Le conflit, c'est également un moyen, une opportunité de prendre des meilleures décisions. Donc, c'est également un plus qu'il est important de relever quand on parle du conflit. Alors, les moins, évidemment, là où il faut être vigilant quand on est dans un conflit, c'est de ne pas tomber dans le piège de l'escalade, c'est-à-dire de ne pas chercher à avoir des situations qui vont vraiment être négatives pour soi. C'est ne pas vouloir non plus se valoriser à travers un conflit, parce que parfois le conflit peut être un prétexte justement pour se valoriser. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Et puis, les conflits peuvent évidemment, on le sait, provoquer des événements désagréables qui seraient graves, voire irréversibles pour certaines personnes. Donc ça, c'est quand même un petit moins, entre guillemets, et pas des moindres. Et évidemment, on peut souffrir du conflit. Souvent, on est amené à souffrir du conflit puisque ça peut générer des émotions désagréables, amener à des insomnies, etc. Donc, c'est un point où il faut être vigilant aussi par rapport aux émotions. Donc justement, Cathy va vous aborder ce point émotion, puisque l'émotion est souvent vue comme quelque chose de négatif aussi. Et au contraire, quand on comprend un petit peu mieux les émotions, on voit le côté positif de ces dernières. Effectivement, en fait, les émotions, c'est ce qu'on va voir, c'est comme une sorte de bodyguard, de garde du corps, de Jiminy Cricket qui va nous mettre en mouvement par rapport à un événement extérieur. Alors, déjà, dans un premier temps, on va voir un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau et pourquoi c'est compliqué de gérer ces émotions. Alors déjà, premièrement, mauvaise nouvelle, on ne peut pas gérer nos émotions. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, on peut se poser la question, y a-t-il un pilote dans l'avion? Il n'y en a pas, parce qu'il y a le côté instinctif, animal, qui va venir ressurgir. Donc, c'est ce que je vous présente ici, notre cher cerveau, avec 4 parties que nous avons en nous. Et quand la force rouge qui se trouve au milieu est activée, c'est quand la force rouge est activée par l'extérieur, par un stress. Et donc, c'est justement notre réaction animale qui va se mettre en route et toute la problématique. C'est pour ça qu'on dit gérer du stress, c'est compliqué et c'est normal, puisque la force bleue ici, donc cette partie qui est le siège des émotions, du langage et de la réflexion, est éteinte. D'accord? Là, donc, on a cette force rouge qui est très vive, qui est très active et qui vient éteindre le néocortex qui se passe en fait ici devant pour qu'on puisse réfléchir, s'adapter, être créatif, empathique. Donc, c'est normal que ça soit compliqué. Rapidement, les deux autres zones de notre cerveau, on a la partie émotionnelle, c'est tout ce qui est, on va dire, toutes les aversions ou les désirs, etc., les appréhensions, etc. Et la partie grégaire, on est comment on se comporte naturellement et instinctivement dans une communauté, ensemble. Un petit peu comme une sorte de meute de chien. Est-ce que je suis au-dessus de la mêlée, je suis sous la chaise, où est-ce que je me situe?
En gros, voilà un petit peu comment on fonctionne au niveau de notre cerveau. Alors clairement, si nous reprenons l'effet Covid, on a vécu toutes et tous un choc, comme quelque chose d'inattendu, d'inhabituel. Et donc, on a vécu tous grâce à nos 5 sens, c'est-à-dire que nos 5 sens ont été mis à rude épreuve pour percevoir ce qui nous entoure. Le corps humain, comme dans toute la vie biologique qu'on peut voir, les astres, etc., nous avons besoin d'équilibre puisque nous sommes rentrés en sensation. Et pour pouvoir retrouver un équilibre, puisque on a été un peu déstabilisé, on va rentrer en réaction. C'est ce que le docteur Laborie a pu mettre en exergue dans ses études. Et c'est-à-dire que c'est comme si face à un choc, nous n'avons pas été reprogrammés dans notre cerveau en mode année 2020, mais plutôt à l'ère néandertale avec une peau de bête. Donc, en gros, notre cerveau, c'est comme si, en fait, nous avions un prédateur. Le Covid, c'est le prédateur. Et on a 3 réactions possibles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à un prédateur, première réaction que je vais avoir, c'est prendre la fuite. Je vais détaler, je me casse. Oui. Parce que c'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir éviter ce danger. Sauf que nous étions en confinement. Gros problème. Donc, ça a bien chahuté à l'intérieur de nous. Donc, ça, c'est le mode néandertal. Dans la vraie vie, justement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand on peut voir une personne en comportement de fuite, on va voir une personne qui est assez chahutée, agitée physiquement. Le regard est assez fuyant et on échappe aux contraintes. Donc, essayez de faire peut-être des liens avec des personnes de votre équipe qui peuvent réagir sous stress à ce type de truc, comme s'il y avait un prédateur face à vous. Si je ne peux pas fuir face au prédateur, face au choc, au stress extérieur, eh bien, je vais rentrer dans le fight. Je vais en découdre avec mon interlocuteur. Donc, c'est là où, clairement, dans la vraie vie, maintenant, on voit des personnes qui ont une voix qui porte, qui est forte, qui est très en colère, les mâchoires qui sont serrées. Bref, on a beaucoup d'agressivité, comme si on rentrait dans un combat. Sauf que nous n'avons plus les peaux de bête, mais c'est comme ça. Et si je ne peux pas fuir mon prédateur ni le combattre, eh bien clairement, je fais le mort. C'est ce que dit le docteur Laborie, inhibition de l'action. Alors, dans la vraie vie, à l'heure actuelle, ça donne quoi? Eh bien, c'est souvent en fait un besoin de protection. On a une voix assez fluette, basse, le regard qui se baisse et on est assez découragé physiquement même. On peut avoir une posture vraiment de courbée. Ok, on a compris ces réactions face à ce choc, face à ce stress. Et toujours pareil, on a besoin de cet équilibre. Et donc, en fait, face à la fuite, c'est-à-dire que face au fait que, clairement, j'ai mon prédateur en face de moi, je vais avoir besoin de quelque chose. Alors, face à la fuite, j'aurai besoin de quoi? Eh bien, j'aurai besoin qu'on me sécurise, qu'on me protège, que je trouve vite une grotte. Donc là, en l'occurrence, on l'a trouvé notre grotte. Avec le confinement, on était chez nous, cloîtrés. Voilà. La lutte, cette fois-ci, quel est mon besoin? C'est un besoin de reconnaissance. Clairement, on en a besoin dans les entreprises. D'identité. J'existe, je suis là. Et je veux en découdre parce que j'ai besoin d'exister. Et si je suis dans le mode inhibition de l'action, je veux faire le mort, j'ai besoin de sens, de perspective. C'est pour ça que c'est très important aussi dans les équipes, surtout vraiment ce confinement, de communiquer sur le sens, les valeurs pour embarquer, donner un cap. Bref, pourquoi le déclencheur? On a vu, on est en mode peau de bête, on a besoin d'équilibre constamment. Si mon besoin n'est pas conscientisé, assouvi, c'est à ce moment-là que nous rentrons dans les émotions. Et la pierre angulaire des émotions, c'est la peur. C'est ce que nous avons donc connu avec le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé derrière la peur? Et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, en tout cas, c'est ce que je peux constater, c'est la colère. Donc, on veut en découdre. C'est pour ça que le conflit, en ce moment, c'est vraiment d'actualité, puisqu'on en est vraiment à ce niveau-là. Excepté si on arrive au stade de la tristesse, c'est-à-dire que voilà, c'est comme si on était fataliste, on ne peut rien faire, etc. Et on est très triste, quoi qu'il en soit, il faut accompagner et conscientiser les besoins.
Alors, même si on est riche en langue française, on est extrêmement pauvre pour déterminer et établir les émotions. C'est pour ça que je vous ai mis une roue des émotions, parce que souvent, quand on veut faire une sorte de checking intérieur, une sorte de météo, souvent on est un peu démuni au niveau des mots. Donc, du coup, je vous ai mis dans cette présentation cet outil qui peut être intéressant pour vous, pour accompagner justement vos collaborateurs à identifier ces émotions, puisque quand on dit quelque chose, on libère déjà, c'est un premier pas pour. Sachez que les émotions, ça a été notre mode survie, notre Jiminy Cricket, pour nous mettre en mouvement et être justement en pleine et bonne santé. Alors, on a fait un petit peu l'état des lieux des émotions et des conflits. Là, clairement, on va rentrer dans le côté pratico-pratique et on va vous partager justement des outils pratiques. Et Audrey va commencer par justement la gestion. Alors justement, pour mieux appréhender les conflits, alors souvent la question qui est posée en entreprise, c'est je voudrais éviter d'arriver à une situation de conflit. Qu'est-ce que je peux avoir comme petite astuce et comme élément qui me permettent d'éviter cette situation par la suite. Donc on est sur la compréhension des signes avant-coureurs des conflits. Ça, c'est une première chose. On peut avoir des signes avant-coureurs qui nous permettent de détecter des premiers éléments pour justement éviter ces situations de conflit par la suite. Le clic n'a pas fonctionné. Impeccable. Alors, les signes avant-coureurs à déceler. Alors, il y en a plusieurs. Effectivement, la liste ici, ce qui vous est présenté n'est pas exhaustive, mais ça vous permet déjà d'avoir quelques petites billes pour comprendre ce que vous pouvez arriver à détecter à votre niveau pour désamorcer, parce que le terme est vraiment là, potentiellement une situation qui serait conflictuelle. Premier élément, on peut noter chez son interlocuteur un changement d'habitude dont on ne saisit pas les motifs. C'est-à-dire que vous arrivez par exemple le matin au travail et puis vous avez votre collègue de bureau qui ne vous dit plus bonjour ou qui vous parle moins ou qui potentiellement se retire dans son coin, ne vous invite pas pour le café. Ou voilà, il y a plein d'exemples possibles, mais on est vraiment là sur un changement d'habitude dont on ne saisit pas le motif puisqu'on s'attend plutôt à avoir notre bonjour ou notre invitation pour aller boire le café. Donc ça, c'est un premier signe avant-coureur potentiellement d'une situation de conflit on couvre là finalement le conflit, on ne sait pas si finalement il y aura une situation de conflit, mais ça nous met un petit peu la puce à l'oreille. Un ton de voix qui peut être changeant. Une personne qui va prendre un ton de voix qui peut devenir dur, brusque, sec. Habituellement, ce n'est pas son ton de voix habituel et donc du coup, on peut s'attendre potentiellement à une situation de conflit par la suite. Alors, ça peut être aussi une discussion que l'on va avoir avec son interlocuteur qui commence à être une discussion houleuse, quel que soit le sujet. Et potentiellement, toute discussion houleuse n'amène pas forcément un conflit derrière, mais effectivement, ça peut quand même amener à une situation conflictuelle par la suite. Ça peut être également, dans le cadre du travail, mais même dans la vie personnelle, la cessation d'envoi de toute information, c'est-à-dire une personne qui a l'habitude de vous questionner, par exemple, par mail, dans le cadre de votre travail, et puis d'un seul coup, il se passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, on n'a plus du tout de mail ou de questions de cette personne-là, ou elle ne nous envoie plus les informations nécessaires pour conduire le projet. Donc, ça peut potentiellement être aussi un signe avant-coureur d'une situation conflictuelle. Alors, la problématique, tous ces signes avant-coureurs-là ne sont pas forcément l'origine d'un conflit par la suite. On ne sait pas. Ça peut être une perception de notre part, c'est-à-dire qu'effectivement, on a décelé ces signes avant-coureurs, mais on ne sait pas forcément si un conflit serait à présager par la suite. Est-ce que c'est qu'une humeur passagère ? Est-ce que c'est qu'un incident qui peut trouver sa solution par lui-même, ou est-ce que parfois, effectivement, ce sont des signes qui montrent quelque chose qui serait complètement différent de ce qu'on a imaginé. Donc attention à ça, c'est pas parce qu'on a décelé ces signes avant-coureurs que forcément on aurait un conflit par la suite. Ça peut être simplement une perception de notre part et pas forcément du tout une origine de situation conflictuelle.
C'est ce qu'on voit sur la photo, hein, parce que la photo Je vais l'illustre te très bien. couper un petit moment, Audrey, parce qu'on commence à avoir quelques questions. C'est vrai que vous avez enchaîné, c'est passionnant, mais on a quand même quelques questions. Alors, j'ai une question d'André. Je pense que Cathy pourrait répondre, mais Audrey aussi. Alors, n'hésitez pas. André demande comment gérer l'émotion de colère chez un employé qui est habituellement calme et très humain dans ses rapports aux autres. Donc manifestement, il a quelqu'un qui ne l'a pas habitué à à montrer son émotion de colère, donc il est déjà dans le stade de la colère et il ne sait pas comment s'en sortir, je pense, face à cette personne qui a un comportement inhabituel. Cathy, je te laisse peut-être sur l'aspect émotion. Ouais. Ouais, je réponds. Alors, c'est ce qu'on va voir là tout à l'heure, justement, sur l'écoute active. Clairement, moi, ce que je dis, c'est aux managers, mettez-vous en Bluetooth avec vos collaborateurs. Ça signifie que déjà, il faut connaître et être à l'écoute et connaître ses collaborateurs pour voir l'évolution, justement, du comportement. Ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que, du coup, quand on ressent, justement, de la colère, eh ben, on va faire comme une sorte de perroquet, c'est-à-dire qu'on va faire l'écho de ce qui se passe pour l'autre, puisque on voit que tu es en colère, tu aurais besoin de quoi? On va l'amener dans le questionnement, on va faire le perroquet, l'écho de ce qui se passe pour son collaborateur, et on va l'amener à faire une sorte de bascule, c'est-à-dire de faire la force rouge, à activer sa force bleue en connectant, on va dire, sa réflexion. Non, en fait, tu as besoin de quoi? Puisque clairement, l'émotion vient d'un besoin qui n'a pas été assouvi, ou compris ou conscientisé. Donc, en part le jeu de questionnement, le jeu de je me connecte à mon interlocuteur dans l'émotionnel, permet déjà de redescendre en pression et puis la personne se sent entendue, compris. Et l'idée, c'est aussi au niveau de sa voix, de le poser de manière calme aussi dans sa voix. D'accord, donc en quelques mots, c'est un peu travailler le système de la CNV, la communication non violente, donc c'est le besoin, travailler le besoin, oui, très bien. Mais en tout cas, il faut être actif par rapport à ces personnes. Donc André, c'est d'aller discuter avec cette personne calmement, c'est ça, et de lui demander de quoi cette personne a besoin réellement. Voilà. C'est ça ton conseil. C'est ça. Alors, excepté si on a une furie face à nous, on laisse passer un peu la colère. Parce que clairement, là, la force bleue est complètement éteinte. Donc, on pourra arriver à rien. Donc, on prend du recul et on revient peut-être après. Tout dépend en fait du niveau de colère de la personne. D'accord. Et du coup, moi, ça m'interroge également. Comment une personne qui, d'après lui, serait calme, humaine dans ses relations avec les autres, pourrait être dans cette émotion de colère, j'ai l'impression qu'il a l'air importante. Comment peut-on passer d'un état à un autre aussi rapidement? De passer d'un état de quoi? De calme de calme à cet état de colère, comme il est en train de le décrire. Et bien justement, c'est qu'en fait, il y a eu quelque chose, un déclencheur, ce qu'on a vu tout à l'heure, tout le mécanisme en fait, du stress, qui a fait qu'en fait, il y a eu une sorte de choc et il s'est mis en mode animal, peau de bête, comme s'il avait un prédateur, comme s'il était en danger. Donc l'émotion, c'est vraiment notre Jim Cricket pour nous alerter qu'il y a comme une sorte de danger, un truc qui ne va pas, qui coince. Et c'est pour ça qu'on est vraiment en mode animal. Même si on a pris un pot de bête sur notre dos, on est en mode animal. C'est pour ça que des fois, ça peut être réactif. Ça peut réveiller des situations pas gérées au préalable aussi. Bon, bah, c'est très clair. Très, très clair. Réveiller justement des choses qui n'ont pas été gérées personnellement. Après, on ne peut pas, on n'est pas des psychologues. Merci Cathy, puis merci André pour cette question qui est en fait un exemple qui va symboliser réellement tout ce que tu es en train de dire. Audrey, qu'est-ce que tu pourrais rajouter pour André? Oui, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'effectivement, là, dans l'exemple qui est pris, on a un changement d'humeur, là, c'est-à-dire qu'on passe vraiment d'une position de personne plutôt dans le self-control et calme et à une position d'une personne qui bascule dans la colère. Mais il faut, par la communication, comme l'a dit Cathy, la communication, c'est vraiment la clé déjà de la compréhension.
pour vérifier que en fait, ce n'est pas qu'une perception aussi de notre part. Alors bien sûr, on le voit, la colère, mais est-ce que cette colère est reliée à une situation qu'on peut avoir en commun avec cet interlocuteur, ou est-ce que ça peut être un cumul d'éléments qui ont provoqué cette colère-là, parce que parfois on peut penser que ça peut être nous ou la situation ou la demande qu'on a fait à l'interlocuteur qui génère cette colère, mais c'est pas forcément le cas. Ça peut être une colère qui vient d'ailleurs, d'une autre situation. Donc, il faut déjà aller vérifier ça par la communication pour pas se tromper, parce que notre perception à nous peut être complètement différente de l'autre, enfin, de la perception de l'interlocuteur. Attention, hein, notre réalité n'est pas la réalité de notre interlocuteur. C'est notre réalité propre, mais l'interlocuteur a aussi sa propre réalité à lui. Et ce qui est intéressant dans la communication, comme le dit Cathy, c'est d'aller un petit peu confronter ces deux réalités pour voir là où on peut se retrouver, ou à l'inverse, là où on peut avoir des divergences. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir échanger pour éviter notamment une situation de conflit, mais aussi comprendre cette colère chez notre interlocuteur. Alors, je pense que tu as partiellement répondu à la question d'Émilie, qui était comment savoir si c'est une perception de notre part quand notre interlocuteur est en mode conflit. Oui, alors justement, c'est ce qui est présenté dans la slide juste après, d'aller voilà. vérifier en fait ces signes avant-coureurs qui sont décelés. Donc c'est bien parce que en fait la question anticipe la suite. Évidemment, on ne peut pas se contenter de ce qu'on voit. Il faut avoir quelques éléments pour vérifier en fait ces signes avant-coureurs. Bon, allez, une petite dernière et je vous laisse poursuivre. Eh bien, pas de souci. Alors, avez-vous, c'est Laurence qui nous demande, avez-vous des conseils spécifiques pour les managers dont les équipes sont en télétravail, des trucs pour gérer les émotions à distance, les détecter, dialoguer, prendre le temps? Donc là, on est dans le contexte du télétravail. Là, on est. C'est ça. Est-ce que vous auriez des petits trucs? Oui, prendre le temps, effectivement. L'idée, c'est de ritualiser. Moi, souvent, ce que je dis en ce moment, c'est on ritualise, on crée un peu plus le lien et on ne va pas front en direct dont on est où ton travail. On va prendre le temps de dire comment ça se passe pour toi, comment tu te sens, comment ça va. Ça signifie aussi que, alors c'est pareil, si on connaît bien son collaborateur, qu'il a alors un environnement qui n'est pas forcément évident ou sympathique, voilà, on peut le formuler, toujours pareil, en haut-parleur, pour que la personne se sente entendue et comprise. Donc ça, c'est la première des choses, c'est de ritualiser déjà régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, un contact assez rapide, individuel, pour ressentir justement s'il y a peut-être des signes avant-coureurs, des signes de quoi ou quoi, de ritualiser et de faire des choses sympathiques après en termes de communauté aussi. Ça peut être intéressant pour recréer une sorte de cohésion d'équipe. Souvent, là, ce que j'ai mis en place lors d'accompagnement pendant le confinement auprès des managers, c'est par exemple de ritualiser, de créer une sorte de challenge interne en disant, ben voilà, des pépites du confinement, avec du partage de photos sur WhatsApp. Donc, créer aussi une communauté sur WhatsApp. Voilà, il y a des pistes, pas mal de pistes en fait pour créer la cohésion d'équipe, mais surtout on garde bien la relation en individuel et ritualiser justement en disant comment tu te sens, comment ça va. Au départ, ça peut paraître bizarre, et puis au fil du temps, si nous on est en lien avec ses émotions, je ne vous dis pas comme ça va dérouler direct. On peut très bien enclencher une réunion en disant c'est quoi ta météo du jour. Voilà. Donc voilà, pour vraiment reconnecter et voir tout de suite ceux qui se referment complètement pour éventuellement aller les voir en parallèle et les faire parler. L'idée, on en parlera rapidement tout à l'heure, c'est l'effet Rosenthal. Je vous inviterai à regarder ce que c'est. C'est que ayez confiance en les ressources et aux capacités de vos collaborateurs. On a tous des pépites. Donc, même si c'est dur, clairement, on peut les accompagner par le questionnement à retrouver ces pépites et ces ressources aussi. D'accord, la communication au maximum. Hyper important, et on ritualise et on rabat le cerveau.
Parfait. Je vais vous laisser poursuivre et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Vous voyez, on y répond très très vite. Je vais juste compléter ce que disait Cathy. Les rituels, c'est vraiment, ce sont des choses qui sont vraiment très très importantes dans une entreprise, mais même dans la vie personnelle. C'est de laisser un cadre, puisque le cadre, ça rassure. Donc, s'il n'y a plus de cadre, ce sont des électrons libres. C'est comme un parent avec un enfant. Le cadre est vraiment important pour rassurer, et c'est pas une perte de liberté non plus, mais c'est de montrer que on est toujours là avec les collaborateurs pour les entendre, pour participer avec eux, pour les rendre autonomes, leur montrer qu'on a confiance, mais que ce cadre est toujours établi et doit être maintenu également. Alors, donc, si on poursuit sur justement la vérification des signes avant-coureurs qu'on aurait pu déceler comme étant une origine potentielle d'une situation conflictuelle, alors la première chose, on peut très bien décider de ne rien faire, mais de continuer à observer et de rester vigilant. C'est-à-dire de se dire, bon, j'ai peut-être pas assez d'éléments pour voir si effectivement une situation de conflit peut arriver, donc je continue d'observer, mais je reste vigilant. Mais je ne fais pas de remarques particulières et je ne cherche pas à provoquer quoi que ce soit, je reste dans l'observation. Deuxième possibilité, suivant la situation, on peut poser des questions ouvertes de manière informelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas préciser à son interlocuteur que l'on a observé certains signes, on va commencer à jeter un petit hameçon en lui demandant s'il va bien aujourd'hui, donc comment ça va aujourd'hui, comment tu te sens, voilà, où on peut parler de thématiques complètement générales, ça peut être la météo, mais ça peut être carrément autre chose, mais on essaie de remettre un petit contact sans chercher à venir sur des choses importantes tout de suite. Troisième possibilité aussi, on peut aller vraiment s'expliquer avec là où les personnes chez qui on a décelé ces signes avant-coureurs en décrivant ce que nous on a perçu. Mais attention à ce niveau-là de bien dire que c'est notre propre perception. Ça peut être, par exemple, j'ai remarqué que tu ne m'avais pas dit bonjour ce matin. Je me suis donc demandé ce qu'il se passait et je souhaiterais échanger avec toi sur le sujet. Attention, bien utiliser surtout le « je » quand vous commencez à parler de vos perceptions et pas le « tu ». Le « tu », c'est quelque chose de très… on est beaucoup dans le jugement quand on va dire tu ne m'as pas demandé, ok, ça on l'a remarqué, mais tu n'as plus envie de parler ou tu sembles ne plus être là aujourd'hui, etc. Attention à bien revenir sur votre propre perception en utilisant le « je ». J'ai l'impression que, et c'est bien que votre impression et votre perception pour pouvoir démarrer une discussion avec la personne. Chose très importante quand vous êtes face aussi à de la prévention de conflits en entreprise, vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle des enquêtes avec des questionnaires collectifs, c'est-à-dire poser des questions pour justement commencer à prévenir les possibles problèmes que l'on pourrait avoir dans une entreprise. Ça peut être des questions complètement générales sur les satisfactions et les insatisfactions qu'on pourrait avoir dans un service. On peut le faire de manière anonyme. Ça marche beaucoup dans les entreprises pour un petit peu prendre la température et on est beaucoup là sur de la prévention justement de conflits quand on a pu détecter des signes avant-coureurs, par exemple au niveau des équipes. Et puis, autre possibilité qui n'est pas forcément la meilleure, mais ça peut être une possibilité également, on peut passer par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire une relation commune qu'on pourrait avoir, un collègue en commun, et le questionner pour lui demander si lui a observé le même genre de signes avant-coureurs et si potentiellement c'est que votre perception ou ça peut être une perception un petit peu plus commune pour confirmer la vôtre. Oui, un tiers alors. C'est ça. Alors, deuxième outil pratique très important, c'est d'avoir la possibilité d'identifier les modes de gestion de conflit. Alors, c'est de comprendre avant tout déjà son propre mode de gestion de conflit et puis découvrir un petit peu les autres modes de gestion de conflit existants. La compréhension permet déjà d'éviter beaucoup de choses. En comprenant comment on fonctionne et comment fonctionne aussi son interlocuteur, ça apporte déjà un outil vraiment précieux dans la prévention des conflits. Alors, pour comprendre les différents modes de gestion de conflit, il faut déjà comprendre deux choses importantes, c'est-à-dire les dimensions de base du comportement en cas de conflit. Première grande dimension, c'est ce qu'on appelle la détermination. La détermination, c'est le degré avec lequel chacun va essayer de répondre avec ses propres préoccupations. C'est-à-dire qu'on va essayer surtout de répondre à ses besoins
ou alors d'obtenir le soutien des autres par rapport à ses idées. Donc ça, c'est vraiment la première grande dimension, c'est la détermination. La deuxième grande dimension de base du comportement, c'est la coopération. Là, on est sur le degré auquel chacun va essayer de satisfaire les préoccupations de l'autre personne. Donc ça, c'est plutôt aider l'autre, donc son interlocuteur, à répondre à ses besoins, ou c'est aider l'autre à être réceptif aux idées, à ses propres idées. Donc on est vraiment là tourné vers l'autre, alors que la détermination est plutôt tournée vers soi. Alors une fois qu'on a compris ces deux dimensions-là, en découle en fait l'identification de son mode de gestion de conflit. En ordonnée, on fait un petit peu de maths, on trouve la détermination, et en abscisse, donc en bas, on trouve la coopération. En fonction de ces deux éléments-là, on définit 5 modes de gestion de conflit. Alors, on va avoir le premier qui est, alors il n'y a pas d'ordre, hein, entre guillemets, mais pour commencer, on va préciser donc le premier mode de gestion de conflit, c'est ce qu'on appelle rivaliser. Rivaliser, c'est quoi? Vous voyez, vous l'avez tout en haut en détermination et par contre plutôt vers le zéro, entre guillemets, en coopération. Là, on est sur satisfaire ses propres préoccupations aux dépens de l'autre personne. Donc là, on est vraiment tourné vers soi et pas tourné vers le besoin de son interlocuteur. Deuxième mode de gestion de conflit, collaborer. Là, collaborer, on est dans une recherche de solutions gagnant-gagnant, c'est-à-dire satisfaire les deux personnes. Vous voyez que vous êtes plutôt en haut en détermination et plutôt donc à droite en coopération. Donc là, c'est une situation qui serait potentiellement donc idéale quand on est en entreprise, donc avec les équipes, avec son interlocuteur. Situation un petit peu plus intermédiaire, c'est chercher un compromis. En chercher un compromis, donc on est à peu près au centre en détermination et en coopération, c'est rechercher une solution acceptable, donc qui va satisfaire, mais seulement en partie, les préoccupations des deux personnes. Donc là, on n'est pas dans du 100%, mais on essaie de remplir, on va dire, de répondre en partie aux besoins de chacun. Éviter, alors là, éviter, on est plutôt sur une situation où on va être dans l'esquive du conflit, donc sans essayer de satisfaire en fait les préoccupations d'aucune des parties. Donc là, personne va ressortir vraiment gagnant. On est plutôt dans vraiment j'évite, j'esquive le conflit et je ne vais pas écouter ni mes propres besoins ni les besoins de mon interlocuteur. Et puis le dernier mode de gestion de conflit, on est sur le mode céder. Et le mode céder, c'est rechercher surtout la satisfaction de l'autre, de son interlocuteur, et justement aux dépens des siennes. Donc, on va répondre surtout aux besoins de l'autre et pas du tout à ses propres besoins. Donc, on a tous une façon de gérer les conflits. Notre interlocuteur a aussi sa manière de gérer les conflits et c'est important déjà de comprendre, d'identifier son mode de gestion de conflit, celui de la personne qu'on peut avoir donc en face pour voir justement comment on peut s'adapter. L'objectif, il est vraiment là, s'adapter aussi à son interlocuteur sans jamais s'oublier soi-même non plus. Donc, dans la slide suivante, vous avez le détail de ce que je viens de vous décrire en fait dans ce schéma, le détail de chaque mode de gestion de conflit pour mieux comprendre en fait le vôtre et celui des autres. Donc, je laisse la main à Cathy pour l'outil pratique numéro 3. Voilà. Sur la partie donc la gestion des émotions, donc ça passe par sa propre gestion des émotions. Et donc il y a le psychiatre Beck qui propose un outil très pratique, qui est assez sympathique et qui permet en fait de passer, comme je vous disais, de la force rouge à la force bleue. En gros, en fait, l'idée c'est de faire une sorte de petit check-in de ce qui se passe pour soi. À savoir, ok, c'est quoi, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la colère, de la peur, etc. Donc, utiliser peut-être aussi la rosace dont on a parlé tout à l'heure. Qui a enclenché quel type de comportement et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, à quoi je pensais. Une fois qu'on le pose, alors sur la tête, soit idéalement sur papier, parce que ça fait du bien aussi de le libérer, de l'éjecter. Qu'est-ce qu'il dit ce psychiatre? Eh bien, il dit qu'en fait, dès lors qu'on change juste un des ingrédients, on va dire, de ce triangle, à savoir notamment la pensée, eh bien, on va pouvoir reprendre les commandes justement du stress
et faire cette fameuse bascule vers la force bleue, justement. Alors, je vous partage justement des questions pratiques que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je peux faire quelque chose, etc. Donc ça peut être quelque chose que vous pouvez dupliquer aussi pour accompagner votre collaborateur dans la gestion de ses émotions à lui. Parce que l'idée, c'est d'être déjà en tant que manager en lien avec ses émotions pour pouvoir vraiment être en lien avec les émotions de vos collaborateurs. Pardon. Non, j'écoute. Dernier outil pratique, c'est l'écoute active, qui est fabuleuse. C'est-à-dire qu'avant d'écouter clairement, il y a toute une sorte de préparation. Parce que ça, c'est vraiment un outil fabuleux qui permet tout de suite de descendre en intensité émotionnelle, de tout de suite donner comme information à votre interlocuteur qui se sent entendu, compris, reconnu. Donc c'est fabuleux, c'est vraiment l'effet magique de l'écoute active. Au préalable, l'idée, c'est quand même de se préparer parce qu'on n'est pas formaté pour écouter. On est plutôt souvent en train de se dire bon, qu'est-ce que je vais pouvoir lui répondre. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se poser et de se la fermer, mais de se préparer en physiquement un climat de confiance, c'est-à-dire que ce soit en physique ou à distance, on est vraiment 100% à son interlocuteur, on coupe son portable, on ne répond pas à ses mails en même temps. Hein. L'autre chose aussi en termes de préparation, c'est que on est intimement convaincu que son interlocuteur a des pépites et des ressources. Alors si ça ne vient pas automatiquement, réfléchissez, regardez un petit peu ce que votre collaborateur a pu faire et mis en place comme ressources et capacités pour que le simple fait de le penser, ça va, c'est ce qu'on appelle la porosité des intentions. Hein. C'est ce qu'on verra dans le prochain webinaire justement, hein, le non-verbal, ça va passer clairement. On est disponible, on est confortablement installé. Alors si on est en physique, donc, même si on va respecter les distances, l'idée idéale, c'est de se mettre en équerre pour favoriser la confiance. Ça, c'est un outil qui est génial et que j'utilise en cabinet. Donc, comme dirait Goethe, parler, c'est vraiment un besoin. En revanche, il est compliqué d'écouter. C'est vraiment un art. Donc, je vais enfoncer une porte ouverte. Bien écouter, c'est d'abord se taire. On enlève la rumination mentale à dire je vais penser à quoi, je vais lui répondre à quoi, et on n'interprète pas. Donc, l'idée, c'est vraiment d'écouter, se mettre, comme je dis, en Bluetooth avec son interlocuteur sans jugement, et on va faire l'écho, on va reformuler. Alors, il y a différentes techniques, hein, l'écoute active, avec différentes reformulations qui sont très puissantes, en faisant ce que j'appelle le perroquet, qui est une technique fabuleuse. C'est une reformulation spécifique qui permet à l'interlocuteur de préciser ses propos, d'aller dans l'émotionnel ou d'être reconnu dans ce qui se passe pour lui. Voilà, je voulais vraiment activer sur cette écoute active qui est un sujet qui est à approfondir justement pour notamment ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Je vais passer rapidement dessus puisqu'on a très peu de temps maintenant. Et l'idée, c'est ce que je disais, c'est de se mettre en Bluetooth, être au clair avec ses émotions, être vraiment ancré et avec soi-même pour pouvoir être en lien avec son collaborateur, pour pouvoir l'écouter et vibrer ce qui se passe pour lui. Et donc justement, en fait, tout ce qu'on a pu essayer de condenser au maximum, c'est en même pas une demi-heure, c'est ce qu'on propose avec Audrey sous forme en fait de formation en journée, demi-journée, et donc soit en présentiel, soit en e-learning justement pour gérer l'émotionnel, pour les conflits, pour identifier les signaux faibles. Enfin, voilà, beaucoup d'outils pratiques qu'on peut mettre à disposition des équipes auprès des managers, voire des ressources humaines aussi. Alors Nadine nous pose une question. Pouvons-nous obtenir votre présentation? Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, ça peut déjà aider les personnes d'ores et déjà.
Par rapport à ce que vous venez de dire, Cathy et Audrey, c'est une mine d'informations. Il y a déjà des petites astuces qui peuvent être utilisées. Ensuite, Cathy et Audrey sont à votre disposition. Elles vont pouvoir vous aider en entreprise, en présentiel, en e-learning. Je travaille avec elles depuis très longtemps. Je sais qu'elles mettent en place des ateliers, des séminaires. Elles sont même en train de réfléchir à la mise en place d'un séminaire en commun, donc avec leurs deux expertises. Ça va être une mine d'or parce que là, vous aurez Cathy avec cette gestion des émotions à sa façon et Audrey d'une autre façon. N'oubliez pas qu'Audrey travaille sur l'émotionnel à travers le cheval. Donc, c'est quelque chose qui est fort bien exploitable pour les entreprises. Ça peut être une cohésion d'équipe, ça peut être quelque chose de fabuleux. Une très, très belle expérience en entreprise. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, mais ce séminaire qui est en train de se créer entre elles deux, pour vous, peut être quelque chose de très intéressant pour vous. Il y a d'autres questions, sachant qu'on a effectivement on accompagne les équipes, Audrey et moi-même sur justement tout ce qui est émotionnel, et pas que, c'est sur l'accompagnement du changement, identifier les signaux faibles, la communication, voilà. Donc c'est tout ce qui est en fait par rapport au comportement, à l'humain, clairement, créer du lien, du sens en fait dans les équipes. On a une question de Laurence. À quel stade d'un conflit pensez-vous qu'il faut faire appel à une médiation externe? À partir du moment où on sent le besoin, parce qu'on a tous sa perception aussi des choses, et à un moment donné, quand on se sent, on peut régler des conflits seul, on n'a pas forcément toujours besoin de faire appel à une personne extérieure, mais il y a un moment donné, on sent qu'on a comme la tête dans le guidon et qu'on a du mal à prendre du recul et qu'on a besoin d'une personne extérieure justement pour nous aider à prendre du recul et puis pour aider aussi à la résolution de ce conflit. C'est pas du tout un arbitre, hein, c'est quelqu'un de neutre, et la neutralité est très très importante justement quand on souhaite résoudre ce type de situation. Donc vraiment il faut s'écouter aussi en interne, intérieurement, et se dire là je sens que ça dépasse mes limites, ça dépasse mes capacités et j'ai besoin d'être aidé. Donc c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui vont le faire dès le début, il y en a d'autres qui vont attendre un petit peu, mais il faut vraiment être à l'écoute de soi et de ses besoins pour ça. Et de se dire qu'on fait toujours du mieux qu'on peut. Tout à fait. Alors, vos formations, toujours Laurence, s'adressent-elles principalement aux managers ou aussi aux collaborateurs? Aux deux. Les deux, mon capitaine. Voilà la réponse, aux deux. Élodie vous demande, quand nous observons un conflit entre deux personnes, comment peut-on intervenir? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, souvent, le juste timing est important. Il faut laisser une certaine autonomie aux personnes au départ. Alors après, ça dépend de la position qu'on peut avoir, hein. Si on est manager ou si on est aussi un collègue, hein, tout dépend de la position que l'on a. Mais il faut laisser l'autonomie aux personnes au départ, leur faire confiance quant à leur capacité de pouvoir régler leurs conflits entre elles. Ça peut être une de ces deux personnes qui vient nous voir, si par exemple on est manager et qui nous demande de l'aide par rapport à ça. Donc on répond aussi à une demande. Ou à un moment donné, effectivement, quand on juge, si par exemple on est manager, que ce conflit peut aller trop loin et peut avoir des impacts et des conséquences sur le travail ou sur d'autres membres de l'équipe, là on peut être amené à intervenir. Mais il ne faut pas vouloir le faire trop tôt, puisqu'on déresponsabilise les personnes si on le fait. Et puis, il ne faut pas vouloir non plus, ça c'est très important, on en parle beaucoup en analyse transactionnelle notamment, vouloir avoir ce rôle de sauveur. Le rôle de sauveur n'est pas forcément quelque chose de toujours très positif. Il faut laisser les personnes pouvoir gérer leur situation et puis potentiellement intervenir par la suite suivant l'évolution de la situation. D'accord, c'est le rôle de parent que tu décris. Le rôle de sauveur peut être un rôle de parent, oui. Mais pas que. Sauveur, c'est vraiment la personne qui cherche avant tout à aider, mais parfois cette aide peut être
apporter trop tôt, c'est-à-dire qu'on cherche carrément même à prévenir plutôt que guérir, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas toujours un rôle positif dans le sens du terme, c'est-à-dire un rôle vu d'un point de vue positif. Il ne faut pas chercher toujours à vouloir précéder les personnes, puisqu'en précédant les comportements des personnes, on peut justement les déresponsabiliser et finalement créer des conflits là où il n'y en aurait pas eu à la base. D'accord, donc ce que tu proposes, c'est de voir un peu comment le conflit s'organise. Bon, avant que les gens se déchirent, mais tu as bien fait la différence entre le conflit et la dispute. Un conflit peut ne pas être sous la forme d'une dispute, on est bien d'accord. Tout à fait. Et laisser les gens se responsabiliser, voir s'ils arrivent à sortir du conflit seuls, et soit on peut intervenir parce qu'on en a la capacité, soit on ne peut pas et on va chercher une médiation externe. Voilà, si effectivement on est trop impliqué aussi, parce que parfois on peut être impliqué en partie ou totalement dans cette situation, et là ça peut valoir le coup pour pas qu'une des personnes ait l'impression qu'on prend plus parti pour elle que pour l'autre ou inversement, ça peut être intéressant effectivement après d'aller chercher de l'aide extérieure. Et cette aide extérieure, elle ne va pas être là pour vous apporter les solutions toutes faites, elle va être là vraiment pour vous accompagner dans une démarche autonome pour que vous ayez vous-même la compréhension et que vous trouviez les solutions en vous, parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est trouver ses propres solutions et ne pas attendre les solutions de l'extérieur. Parce qu'elles sont vraiment très importantes à ce point-là. Dans le cas d'Élodie, si l'une ou l'autre devait intervenir pour l'aider, ce serait intervenir auprès des deux autres personnes ou auprès d'elle pour qu'elle puisse elle-même désamorcer le conflit. Élodie, il faut voir la position, c'est-à-dire si effectivement on est sur une position de manager, c'est là où on intervient avec le manager pour que lui ait bien les outils qui lui permettent de régler le conflit avec ses collaborateurs. Donc là, on intervient avec le manager et pas avec les collaborateurs. D'accord. Voilà, sauf s'il y a une demande spécifique qui nous dit bah non, moi je préférerais que ça soit directement avec les collaborateurs, pourquoi pas. Mais avant tout, on est là pour aider aussi le manager à pouvoir remplir vraiment ses fonctions et dans cette situation-là. Donc vous intervenez en préventif, il n'y a pas de conflit, mais vous pouvez aider les gens à prévoir de les désamorcer au cas où ils arrivent. Et en curatif, le conflit est bien là, il est avéré, et vous allez le désamorcer avec la personne qui a fait appel à vous. C'est tout à fait ça. Donc les deux. Ouais. En collectif, oui, oui. D'accord. Très bien. Donc, sous la forme de formation, d'atelier, de quoi? Comment ça se passe? Ça dure combien de temps? C'est... Dites-nous. Alors, tu y vas, je sais pas. Alors en fait, c'est vraiment personnalisé par rapport aux besoins. Ça peut être tout à fait sous un format formation. Alors ce ne sont pas des formations théoriques, c'est vraiment des formations participatives. Il y a vraiment de la mise en place de cas concrets étudiés avec les personnes qui sont à cette formation-là. Donc ça peut être des formations de journée, demi-journée, sur plusieurs modules aussi. Présentiel ou e-learning, puisqu'effectivement, ça dépend de l'actualité et puis du besoin également. Et puis, on peut penser aussi à des formats qui sont totalement plus, on va dire, originaux, un mix entre une partie formation en salle que l'on peut faire avec Cathy, donc toutes les deux, et puis on peut mixer aussi avec l'Equi-Coaching, c'est-à-dire d'aller faire des mises en pratique sur des cas concrets en extérieur avec le cheval, puisque le cheval est un formidable miroir de tout ce qui est émotion et comportement. Donc, tout ce que vous allez apprendre sur la gestion de conflits au préalable en salle, eh bien, vous pouvez le mettre en pratique avec le cheval. Il n'y a pas de jugement et ça permet de transposer toutes les prises de conscience qu'on va avoir, tout ce qu'on va acquérir comme compétences dans cette journée, mi-journée avec le cheval, eh bien, on va pouvoir le transposer dans le monde professionnel. Alors, on est bien d'accord, on ne monte pas sur le cheval quand on vient faire de l'équipe-coaching. Donc, ce n'est pas la peine d'être un bon cavalier. Il ne faut pas. L'idéal, c'est de ne pas connaître le cheval. C'est même super parce qu'on découvre et on a vraiment cette expérience unique avec cet animal qui est vraiment un animal formidable. Et donc, non, on ne monte pas à cheval pour plein de raisons, insécurité et autres, mais parce que la majorité des apprentissages que l'on peut faire avec l'animal se fait vraiment à pied. Donc, on est à pied en extérieur avec le cheval, mais on ne monte pas à cheval pour rassurer ceux qui pourraient avoir ces craintes-là aussi.
Oui. On te voit embrasser ton cheval sur la photo, hein, on sent que tu es passionné. Hein. Ah oui, c'est un animal qui est vraiment formidable et avec lequel on apprend quand même beaucoup de choses sur les comportements humains parce qu'il faut savoir que cet animal, dans son milieu naturel, est une proie et donc a développé une très très grosse capacité d'analyse et d'observation et va vraiment adapter son comportement par rapport à ce qu'il observe. Donc on est vraiment sur un miroir. C'est pour ça qu'on parle de miroir, sans jugement, sans arrière-pensée. On est vraiment sur une réponse qui est authentique et on travaille le savoir-être et pas le savoir-faire. Et ça, c'est vraiment important aujourd'hui. C'est quand même le comble hein, pour nous, êtres humains, d'être obligés de passer par un animal pour pouvoir communiquer entre nous. On en est arrivé où hein? On se pose ce genre de questions. Animaux, Catherine. Bon, Audrey et moi, on est folles des animaux, ça c'est certain, hein, mais voilà, nous c'est un grand plaisir hein, de passer par les animaux pour transmettre nos émotions. Hein, mais Ils sont restés sur de la communication non verbale hein, et comme vous le verrez dans le prochain séminaire, la communication non verbale, c'est vraiment très très important. Hein. C'est la majorité de notre communication, donc c'est important de pouvoir la comprendre et l'expérimenter. Eh bien Audrey, merci. Merci parce que du coup, tu as fait un lien avec le prochain et le dernier webinaire hein, de notre série ProCap et le déconfinement qui va parler du langage non verbal et des bases de la communication. Hein. Donc, toutes les deux, vous avez beaucoup parlé des émotions. Une fois que les émotions sont sorties des conflits, puisque les émotions peuvent mener à des conflits, donc vous nous avez donné des astuces, des conseils, et vous nous avez expliqué comment vous pourriez intervenir pour aider ces personnes qui ont besoin d'aide. Et en même temps, par la suite, une fois que les conflits sont réglés, eh ben, de se poser la question comment pouvoir voir dans le langage non verbal et comment adapter sa communication pour le futur. Comment s'éduquer soi-même pour pouvoir communiquer par la suite. Voilà, ben, je vous remercie parce que du coup, ce webinaire était complet. Vous nous avez expliqué absolument tout de votre métier qui est une passion, hein, on le ressent. Et je vais vous remercier toutes les deux, remercier les personnes qui nous ont écoutés, les personnes qui nous ont posé des questions, qui ont eu leurs réponses, je le souhaite. Et à votre demande, je vous enverrai le document de présentation qui a été réalisé par Audrey et Cathy. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci Belle journée. à vous. Merci.